Les escortes de détenus. C'est un de ces sujets dont on ne parle quasiment jamais, sauf quand le pire arrive. Suite au drame d'Inkerville, des parlementaires ont mené l'enquête. Aujourd'hui, on va décortiquer leur rapport pour essayer de comprendre ensemble ce qui ne fonctionne pas dans ce système à haut risque et surtout quelles sont les pistes pour le réparer. Alors, pour cette analyse, on va se baser entièrement sur ce document, le rapport d'information de l'Assemblée nationale, présenté par les députés Romain Beaubry et Yann Boucard. D'ailleurs, la mission de Rapports en clair, c'est précisément ça, rendre ces documents officiels un peu plus accessibles. Allez, on entre dans le vif du sujet. Et tout part de là, malheureusement, d'une tragédie, d'un véritable électrochoc qui a forcé les pouvoirs publics à enfin écouter ce que les agents sur le terrain disaient depuis des années. Que le système, il est à bout de souffle. On s'en souvient tous. Le 14 mai 2024, au péage d'Inkerville, un commando surarmé attaque un fourgon pénitentiel. Le bilan est terrible, 2 agents sont tués, 3 autres blessés. Ce guet-apens a provoqué une onde de choc nationale et a mis une lumière crue sur toutes les failles du système. Et le rapport qu'on analyse aujourd'hui, c'est la conséquence directe, une tentative de comprendre comment on a pu en arriver là. Alors, que nous dit ce rapport ? Le portrait qu'il dresse est sans concession. Il décrit un système qui a été hérité dans la douleur, qui manque de moyens depuis le début et qui doit gérer un nombre de missions absolument colossal. Regardons ça de plus près. Bon, avant d'aller plus loin, juste un petit point de vocabulaire, c'est important pour bien suivre. On parle de transfèrement quand on déplace un détenu d'une prison à une autre, c'est un peu un déménagement, et on parle d'extraction pour une sortie temporaire, par exemple pour aller au tribunal ou à l'hôpital. Et comme on va le voir, ce sont surtout ces extractions qui sont au cœur de tous les problèmes. Mais alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? En fait, il faut remonter à 2011. C'est à ce moment-là que l'administration pénitentiaire récupère la mission des extractions judiciaires, qui était faite avant par la police et la gendarmerie. Le problème, c'est que le transfert de moyens humains a été, je cite le rapport, manifestement insuffisant dès le départ. On a commencé avec 800 agents, puis on a visé 1800 en 2017, mais aujourd'hui le rapport estime qu'il en faudrait en réalité 2240 pour que ça tourne correctement. Et pour bien saisir la pression qui pèse sur ce système, retenez bien ce chiffre. 260 000. C'est le nombre de déplacements de détenus en une seule année. Ça représente plus de 700 sorties sur la voie publique chaque jour de l'année. Imaginez un peu la logistique et les risques que ça représente au quotidien. Et ces chiffres, ils se traduisent par une réalité très dure sur le terrain. Le rapport cite cette phrase d'un représentant syndical. Elle est terrible, mais elle résume tout. On sort plus à poil qu'avant. Voilà. Ça dit tout du sentiment d'abandon et de la vulnérabilité que ressentent les agents. Et ce manque de moyens, on le voit très concrètement ici. Au niveau national, presque un quart des postes dans ces équipes d'escorte sont vacants. Le rapport pointe même des situations critiques, comme en région parisienne, où c'est un poste sur 2 qui n'est pas pourvu. La conséquence directe de ça, c'est ce qu'on appelle les impossibilités de faire, c'est-à-dire que, faute de personnel, l'administration est tout simplement obligée d'annuler des missions. Ok, donc le constat est vraiment alarmant. Face à ça, quelle a été la première réaction après le drame ? Le rapport analyse cette réponse. Un renforcement massif et immédiat de la sécurité des convois. La réponse n'a pas tardé. Moins d'un mois après l'attaque est signé ce qu'on appelle le protocole d'Inkerville. C'est un vrai plan d'urgence qui touche à tout. Les véhicules, le matériel, la doctrine d'escorte, la formation et même l'anticipation de nouvelles menaces comme les drones. C'est une réponse forte, c'est sûr, mais qui a un coût. 150 millions d'euros sont prévus d'ici 2027. Au cœur de ce protocole, il y a un changement majeur. On passe de 4 à 6 niveaux d'escorte. Mais la vraie révolution, elle est là. On intègre désormais le risque extérieur. Avant, on se concentrait quasi uniquement sur le profil du détenu. Maintenant, on évalue aussi la menace d'une attaque externe pour le faire évader. C'est un changement total de philosophie. Alors, concrètement, ça donne quoi ? Ça donne naissance à l'escorte à sécurité renforcée. L'ESR. Maintenant, dès qu'un détenu est classé niveau 3 ou qu'il y a plus de 5 détenus, on ajoute systématiquement un deuxième véhicule au convoi. Et dans ce véhicule, il y a au moins 3 agents, dont 2 avec des armes longues. C'est évidemment beaucoup plus sûr, mais, et c'est là que le bât blesse, ça consomme énormément plus de personnel pour une seule mission. Côté matériel aussi, les choses bougent. Gilets pare-balles lourds, pistolets à impulsion électrique, nouvelles armes d'épaule. Mais le rapport souligne un gros mais, la lenteur du déploiement. C'est bien de commander du matériel, mais s'il met des mois à arriver sur le terrain, l'inquiétude des agents, elle, reste bien présente. D'accord, donc on renforce les escortes. Mais est-ce que ça suffit ? Le rapport suggère une deuxième piste, une idée beaucoup plus stratégique, s'attaquer à la racine du problème, c'est-à-dire le nombre de sorties lui-même.
C'est la question que posent les parlementaires, et elle est fondamentale. Et si, au fond, la meilleure des escortes, c'était tout simplement celle qu'on arrivait à éviter? La première idée qui vient en tête, bien sûr, c'est la visioconférence. Les avantages sont évidents, moins de risques, moins de coûts. Le problème, c'est que ça se heurte à un principe majeur, le droit de la défense. Le contact physique avec un juge reste un droit fondamental. La visio, c'est donc un super outil, mais ce n'est pas la solution miracle. Le rapport explore d'autres pistes, qui relèvent presque du bon sens. Par exemple, développer la télémédecine pour limiter les extractions médicales. Ou encore, faire en sorte que ce soit les spécialistes ou les juges qui se déplacent en prison, et non l'inverse. L'idée, vous l'avez compris, est simple, inverser le flux. Bon, on a vu le diagnostic, les premières réponses. Alors maintenant, que préconise le rapport pour l'avenir? On va se concentrer sur les 3 recommandations qui nous ont semblé les plus marquantes. Sans aucune surprise, la recommandation numéro 1, c'est le nerf de la guerre, les effectifs. Le rapport chiffre noir sur blanc, le besoin réel à 2240 agents. C'est la reconnaissance officielle d'un sous-effectif qui dure depuis plus de 10 ans. Alors là, attention, il y a une recommandation assez technique, mais qui est stupéfiante. Le rapport révèle une sorte de flou juridique. La loi autorise clairement l'usage des armes pour empêcher une évasion de la prison, mais ce n'est pas aussi clair pour une tentative d'évasion pendant une extraction. La recommandation vise donc à combler ce vide pour mieux protéger les agents. Et puis, un dernier point absolument crucial, le partage de l'information. Comment évaluer un risque si on n'a pas tous les éléments? Le rapport propose de créer une obligation légale pour les magistrats de transmettre toutes les infos importantes sur la dangerosité d'un détenu. En gros, l'idée, c'est de passer d'un système un peu informel, qui dépend du bon vouloir de chacun, à un automatisme fiable. Au final, ce rapport nous ramène à une question centrale. Comment trouver le bon équilibre entre la sécurité, les droits de la justice et les contraintes budgétaires? Le drame d'Incarville a prouvé de la pire des manières que cet équilibre était rompu. Le reconstruire, ce sera sans doute l'enjeu majeur des années à venir. Si ce genre d'analyse de fond vous intéresse, pour ne rien manquer de rapports en clair, le plus simple c'est de s'abonner et d'activer la petite cloche. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.